Il est 9h10, signe d'un bon débat en perspective. Le débat a déjà commencé, Louis Dauphren. Oui, débat et puis échange aussi. On va voir ce qu'en pensent Émile Ackermann et Loïs de Pamplonne de tout ça. Tout ça, c'est aussi beaucoup la fin de vie, bien sûr, qui nous préoccupe avec la perspective de l'adoption du texte et savoir ce qui peut être fait pour empêcher la perspective terrifiante qu'il laisse présager. Eh bien, je vous retrouve demain matin à 6h30. Je vous souhaite un très bon débat, Louis. Merci, Pierre-Hugues. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. La fin de vie, mais aussi on parlera de la droite en France après l'élection de Bruno Retailleau. Où va-t-elle? Comment se situe-t-elle par rapport à 2027? La France est-elle un pays si attrayant qu'on le dit à travers Choose France? C'est le rendez-vous des investisseurs qui doivent donc placer leur argent en France. Les milliards sont, semble-t-il, au rendez-vous. Et puis un sondage de la Croix sur la perception des catholiques. Quelle leçon de ce sondage, sachant que près d'une personne sur deux a plutôt une bonne opinion aujourd'hui de la religion catholique. C'est l'occasion d'en profiter pour passer un message. Et ce message, évidemment, on l'attend sur la fin de vie. Peut-être arrive-t-il un petit peu tard, mais on va voir ce que nos débatteurs en pensent. Émile Ackermann est essayiste. Il a cofondé la première communauté juive orthodoxe moderne de France. Bonjour Émile. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Loïs de Pamplonne, ingénieur consultant en relations publiques, est également des nôtres. Bonjour, Bonjour Loïs. Oui. Alors évidemment, nos regards sont portés vers ce texte de l'aide à mourir, autre nom de l'euthanasie, aide active à mourir. On s'aperçoit d'ailleurs que le mot euthanasie a disparu quand même du texte, Loïs. Tout à fait. C'est la guerre des mots bat son plein. On est toujours sur, ce qui m'avait beaucoup choqué, c'était l'utilisation du terme fraternité par le président de la République en parlant de cette loi. Et on voit vraiment le dévoiement des mots. Et comment arriver à changer le sens des mots pour les transformer. Et donc oui, on parle d'un texte sur l'euthanasie, sur la mort, sur comment la société accepte de donner la mort à des gens du corps social. Et voilà, comme disait très bien Emmanuel Hirsch, qui résume à mon avis beaucoup de choses, c'est on a besoin d'aide à vivre et non pas d'aide à mourir aujourd'hui. Et pour aider à vivre, il y a un certain nombre de choses qui sont proposées et le texte des évêques de France qui sort, comme vous dites, arrive peut-être un peu tardivement sur le champ politique, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est une des premières fois que la Conférence des évêques de France, une structure ecclésiale en tant que telle, se mobilise clairement, publiquement, avec en proposant de signer des pétitions, avec des affiches, avec des différents moyens de communication. Je trouve que pour moi, il y a une petite bascule qui est réalisée au niveau de la structure ecclésiale, et je trouve ça assez réjouissant de se dire que enfin les catholiques et l'Église de France arrêtent un peu l'enfouissement qui a duré pendant un certain nombre d'années, avec cette peur de prendre la parole dans la sphère publique, politique, et de s'engager, de laisser ça à d'autres, ou alors avec des initiatives personnelles. On voyait que ce soit Monseigneur Ray ou Monseigneur Rouget, des évêques qui arrivaient avec leur envergure, avec leur caractère et leur charisme propre. Là, on a une structure qui est engagée, et je trouve ça extrêmement positif pour l'Église de France, et puis pour même la société, qui peut écouter, entendre une voix claire, ferme, argumentée, et non pas uniquement sur des arguments purement idéologiques ou purement spirituels. Alors, l'initiative épiscopale survient après que les députés ont approuvé samedi la création d'un droit à l'aide à mourir et rétabli le principe selon lequel les patients devront s'auto-administrer la substance létale. Sachant que cet article a été adopté par 75 voix contre 41, ce qui est quand même peu par rapport à un hémicycle qui compte 577 députés. Tout à fait, on est sur des votes le samedi après-midi où beaucoup de députés ont rejoint leur circonscription. Les débats ont duré et puis ont décalé dans le temps, et ce qui est fait qu'un certain nombre de députés qui souhaitaient être mobilisés sur ce texte-là n'étaient pas présents en ce moment dans l'hémicycle. C'est toute la difficulté d'avoir un projet de loi qui un certain nombre d'amendements, un certain nombre de débats, c'est que c'est difficile de s'organiser, de le prévoir. Et je me permets, pour être un ancien collaborateur parlementaire, de dire attention à l'antiparlementarisme primaire, qui est à dire c'est scandaleux, les gens ne sont pas là. Il y a quand même des activités dans les circonscriptions, il y a des inaugurations, il y a des activités portées par un certain nombre de mairies, de collectivités. On arrive sur les ponts de mai avec un certain nombre d'activités sur lesquelles les élus sont demandés et sont soumis à être là sur le terrain. Et donc c'est quand même toujours compliqué aux élus de pouvoir être là à 100%. Et je connais un
certain nombre de députés qui auraient aimé être là, qui sont très engagés sur ce terrain-là, qui, de par le décalage dans le temps, de par les différents amendements qu'ils ont pu avoir, n'étaient pas là au moment du vote. On ne peut pas voter par procuration. Non. C'est peut-être une chose à faire évoluer, je ne sais pas. Ça peut être c'est quand même étonnant. Ça peut être une solution. Après, voilà, je dis, je trouve ça un peu facile de dire les députés sont pas là et les gens ne sont pas intéressés par ce sujet-là. C'est faux. C'est un sujet qui commence à prendre beaucoup d'ampleur et ça, il faut reconnaître que c'est le travail de fond qui a été fait beaucoup par l'ASFAP, beaucoup par un certain nombre d'associations. J'entendais Pascal Marinière des AFC, mais un nombre d'autres associations catholiques ou non qui sont engagées sur le terrain dans la société civile et qui ont vraiment remis ce terrain-là, ce sujet-là au cœur de la société, parce qu'il y a quelques mois, rappelez-vous, Louis, ça devait passer comme une lettre dans la poste. Personne n'en faisait un vrai sujet et aujourd'hui on est arrivé à en faire un vrai sujet de société, de clivage entre les différents camps. On voit que le Rassemblement national a changé de posture et aujourd'hui, avec que ce soit Marine Le Pen, Jordan Bardella qui ont pris clairement position contre ce texte en laissant une liberté de vote au niveau des députés. On voit un certain nombre de députés socialistes ou même communistes qui se posent des questions et qui disent voilà leur inquiétude par rapport à ce texte. Donc on voit qu'on a une ligne de fracture qui commence à arriver et que la soi-disant les soi-disant sondages qui nous disaient il n'y a pas de débat circulaire, rien à voir et c'est juste de la liberté pour les gens est en train de se fracturer. Et donc, pour Loïs de Pamplonne, rien n'est joué jusqu'au 27 mai. Les choses commencent. Émile Ackermann, j'entends, elle commence, c'est-à-dire le débat commence à émerger. Émile Ackermann, par rapport à ce que nous venons de dire, comment vous positionnez-vous ? Écoutez, moi j'ai l'impression que déjà il faut savoir que la loi aurait dû être discutée depuis longtemps, puisque Emmanuel Macron avait déclaré donc la dissolution et ça avait repoussé ce débat-là. Ce débat il existe depuis très très longtemps dans la société en fait française, depuis 2005 déjà. On avait commencé à faire émerger ce débat sur la fin de vie. J'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de garde-fous qui ont été mis en place dans cette loi. Je suis pas aussi, on va dire, polarisé sur cette question-là. En tant que moi personnellement, bien sûr, c'est une loi qui ne me parle pas. Même la tradition juive parle du fait que chaque instant de vie est infiniment précieux et que hâter une mort en quelle que soit la manière dont on le fait est quelque chose d'absolument interdit. Par contre, au niveau sociétal, effectivement, il faut dire qu'on a évolué, que de toute façon, aujourd'hui, les personnes sont maîtresses de leur corps. On a eu des cas, je me rappelle sous la présidence Hollande, je ne me rappelle plus du nom de la personne, qui c'était une personne aussi atteinte d'une maladie incurable qui finalement s'était suicidée, entourée de sa famille par une grosse dose de barbiturique. Les gens qui veulent aujourd'hui mettre fin à leur vie peuvent le faire. Et donc c'est tout le débat aussi de se dire, est-ce qu'on est en train d'acter plutôt quelque chose qui se fait de toute façon, mettons que ça se passe dans un meilleur cadre, ou est-ce qu'on est en train de changer de paradigme? Est-ce que la République est en train de considérer la vie et la mort d'une autre façon et qui ça aurait un impact énorme sur notre culture? Vous n'avez pas la réponse à cette question que vous posez. Est-ce que c'est un basculement ou simplement c'est dans, j'allais dire, j'ose l'expression, dans l'ordre des choses compte tenu de ce que la société aujourd'hui est en mesure d'accepter? La société aujourd'hui évolue occidentale, c'est-à-dire on a cette notion individualiste de ma vie m'appartient, j'en fais ce que je veux et si je veux partir, je pars. Il y a quand même énormément de garde-fous dans cette loi. On parle quand même vraiment de personnes majeures, français, aptes à manifester leur volonté de façon libre et éclairée, atteints d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale, c'est-à-dire il y a quasiment vraiment plus d'espoir, et victimes de souffrances réfractaires au traitement qu'on ne peut pas soulager ou insupportables. Donc il y a pas mal de garde-fous qui ont été rajoutés, et en plus de ça, le président Emmanuel Macron a quand même consulté beaucoup de représentants religieux de tous les courants, de toutes les religions, et il parle aujourd'hui maintenant de potentiellement soumettre cette question à un référendum, donc justement pour laisser la place aux Français de voter sur cette question, et ça nous permettra d'être réglé sur la question que vous avez évoquée tout à l'heure, de est-ce qu'il y a véritablement un débat dans la société. En tout cas, je rappelle que les personnes qui sont le plus proches du terrain, c'est-à-dire les médecins, dans un sondage qui date du mois de mai, il me semble, 68% des médecins sont favorables à cette loi. C'est-à-dire que pour des personnes qui sont au quotidien auprès de personnes souffrantes de traitements incurables, on est déjà dans l'accompagnement de la fin de vie par les soins palliatifs. Là, on serait effectivement dans une autre étape. Est-ce que ça change le paradigme fondamentalement ?
Vous pensez que les médecins sont favorables majoritairement? C'est un sondage, il me semble Parce qu'il que a donné là. l'idée d'avoir accepté le fait de l'auto-administration de la substance létale, c'est précisément parce que les médecins ne voulaient pas. Parce qu'il y a une clause de conscience. Justement, parce qu'il y a une clause de conscience. On rajoute encore une fois une étape supplémentaire. Il y a une clause de conscience des médecins, comme pour l'IVG. On dit, on comprend que ça reste un choix très très lourd et qu'il y a une conscience personnelle pourrait nous interdire de l'administrer, et donc on laisse une clause de conscience aux médecins. Donc c'est encore un garde-fou en fait de plus pour la loi. Cette clause de conscience, cette clause de conscience, c'est un vrai sujet parce que initialement, elle était refusée et clairement, que ça soit la ministre ou Monsieur Falorni, ont vraiment poussé pour qu'il n'y ait pas cette clause de conscience. Et donc là, ça fait partie vraiment de ces sujets-là et des gros débats parce qu'un certain nombre que ce soit d'infirmiers, de médecins, vous disent, oui, la personne peut se donner la mort. Mais si jamais, et comme l'a très bien dit il y a quelques jours M. Falorni dans l'hémicycle en disant si la personne n'est plus en capacité parce qu'elle ne peut plus parler ou parce qu'elle est en phase de stress, etc., alors il y aura une tierce personne qui pourra être là de confiance. Mais cette tierce personne, c'est qui, comment, pourquoi? Et là on se rend compte que en effet il y a des critères qui sont clairs, mais dès que vous commencez à les creuser un peu en vous disant comment ça va se passer, quel est le laps de temps quand d'ailleurs c'est pour ça que le Philippe Juvin, médecin député, le disait très bien hier à l'hémicycle. C'est cette loi, le danger c'est qu'on en a il y a ce critère de la qualité de vie. À quel moment on définit que la qualité de la vie ne vaut plus le coup parce que la personne n'est plus en capacité de parler, parce que la capacité elle souffre, parce qu'elle n'est plus en capacité. Donc du coup, c'est l'autre personne, la tierce personne, qui va dire là en fait, je pense que cette vie ne mérite plus de vivre. Et c'est là où on voit, en effet, il y a tous ces critères-là, mais dès qu'on arrive au bout ou une partie de cette réflexion-là, il peut y avoir une vraie considération de la tierce personne, la parente, l'amie. Et quel statut? Est-ce qu'elle est liée par un héritage, par exemple? Exactement. Et on voit, il y a une pétition, il y a eu, je crois, pratiquement 600, 700 personnes qui travaillent dans le monde juridique, qu'elles soient avocats ou notaires ou autres, qui ont signé une pétition, justement, signée dans le Figaro la semaine dernière, en disant on est inquiet de toutes les répercussions que ça peut avoir. Alors, voilà, l'exemple, moi, qui est quand même assez surprenant, c'est quand vous voyez l'Assemblée qui vote dans l'hémicycle, qui vote un amendement sur le fait que la personne qui va être euthanasiée ou qui va avoir un acte de fin de vie, on va écrire sur son acte de décès mort naturelle. Mort naturelle. Et ça, c'est un vrai débat. C'est-à-dire à quel moment la société ne reconnaît pas... C'est pour ne pas bloquer les assurances-vie. En fait, la question peut se poser, et même au niveau des notaires, se dire, en fait, à quel moment ça veut dire qu'elle est morte de mort naturelle, donc ce coup, tout le monde y a droit, ou alors... Parce que sinon, vous entrez dans des procédures. Si vous ne mettez pas de mort naturelle, vous bloquez. Donc, voilà. Alors, c'est peut-être du côté plutôt des assurances, justement, le débat se décale sur le côté assurance, de créer une nouvelle catégorie juridique pour que, justement, les proches aient quand même le droit à tous les compensations auxquelles ils avaient souscrit avant, bien sûr. Mais donc, on constate que les mutuelles sont favorables plutôt à la loi. Les mutuelles sont plus que favorables. Elles ont envoyé un certain nombre, elles ont même fait du lobbying, alors que c'est pas du tout leur place au niveau des élus parlementaires, mais aussi au niveau de différentes présidents d'associations, au niveau des représentants ecclésiaux. Moi, j'ai dit jusqu'à la Cassandre d'évêques qui ont reçu les documents des mutuelles, leur expliquant que c'était un vrai bienfait et qu'ils avaient tout intérêt. Et là, on se retrouve avec une question philosophique qui devient une question un peu mercantile. Ou pourquoi et à quel moment vous n'allez pas me faire croire que les mutuelles, quand elles s'engagent sur un sujet-là, c'est uniquement par altruisme et pour servir le pauvre et le malade. Donc, Émile Ackermann, quand on parle là, quand on esquisse, on a parlé un peu de la mobilisation de l'Église catholique sur le sujet. On va voir ce que ça donne. On peut penser que c'est trop peu, trop tard, etc. Mais vous avez dit, Loïs, que au moins il y avait une action collective qui était engagée. Après, est-ce que ça suffira d'écrire à son parlementaire ou de mettre le QR code de l'affichette, de faire apparaître le QR code de l'affichette, je ne sais pas, de l'affichette qui est proposée et que vous avez à disposition. Comment dans le judaïsme cette question-là est-elle pensée en fait? Est-ce qu'il y a, moi j'ai l'impression qu'il y a, parce qu'Haïm Corsia a écrit un papier dans le Figaro, vous avez peut-être vu une tribune. Qu'est-ce que vous en pensez vous de ça? Bien entendu, quand on pense, en fait, la question pour moi, elle est plus dans à quel point le judaïsme ou les religions en général devraient avoir un impact donc, sur le débat public et sur ces lois-là, surtout quand on a l'impression, alors apparemment ce serait un débat, que la majorité, surtout en France, on a quand même un pays où il y a plus de la moitié de la population s'identifie comme athée, à quel point les religions devraient avoir un impact et les représentants religieux dans le débat public et dans ces lois-là qui touchent quand même à quelque chose de très profond, ou est-ce qu'on attend au contraire des religions et des religieux qui soient un peu le dernier garde-fou
de la société, les derniers qui gardent quand même une idée sacrée de ce qu'est la vie, et auquel cas même potentiellement une partie de la population athée attendrait quand même ce rôle des religieux. Donc pour moi c'est ça effectivement la question. Après au sein même des textes juifs, vous n'êtes pas sans savoir qu'on dit 2 juifs, 3 opinions. Donc ce que je vais dire ne représente qu'une partie bien sûr des opinions. Au sein du mouvement orthodoxe, qui est donc le mouvement le plus rigoriste de la loi, comme je disais tout à l'heure, la moindre étincelle de vie, le moindre souffle est extrêmement précieux, et il est interdit d'ater cette fin de vie. Par contre, on a des débats sur la qualification, par exemple, déjà de la mort, sur la mort cérébrale ou la mort cardiaque, qui a des implications sur, par exemple, le don d'organes. Donc, par exemple, débrancher une machine de quelqu'un qui est déjà en mort cérébrale et donc qui ne respire que grâce à une machine, c'est quelque chose qui fait débat, qui est même autorisé. Donc, pour prendre les organes par une grande partie d'autorités orthodoxes aujourd'hui en Israël et aux États-Unis notamment. Sur l'euthanasie, ça fait beaucoup moins débat. Effectivement, au sein des rabbins, il n'y en a pas qui permettent dans l'orthodoxie. Quand bien même on a des cas dans le Talmud, dans la Bible, quand même, de personnes qui se suicident dans certains cas très très spécifiques. Donc c'est pour ça que je parle plus de la question interne-externe, c'est-à-dire que personnellement, en tant que religieux, je serais opposé à cette loi du point de vue personnel, c'est-à-dire que je voudrais pas que moi ou mes proches, mes fidèles, y aient recours. Par contre, au niveau sociétal, ça représente effectivement la vision de la majorité de la population française, et de toute façon une forme de vision de ce qu'est la vie du point de vue occidental. Est-ce que véritablement c'est la place des religieux aujourd'hui de s'y opposer s'ils sont mis en état de minorité? Donc ça veut dire, allez-y Loïs. Je trouve la question très intéressante que vous posez sur la place des religions dans le débat de la société, surtout dans le débat de société. Et je pense qu'on se la pose tous, c'est-à-dire à quel moment il faut que l'Église ou d'autres religions s'immiscent à l'intérieur, et à quel moment il faut qu'elle laisse la société civile, les associations, les organisations syndicales ou autres s'engagent. Sachant juste qu'Emmanuel Macron a consulté tous les représentants religieux. Mais le président Macron consulte beaucoup, mais avec souvent déjà un texte qui est déjà écrit bien souvent. Et là, on se retrouve quand même beaucoup à se dire, est-ce que ça fait écho à beaucoup de choses, parce que c'est toujours la question de: est-ce que si l'Église s'engage, est-ce que ça va être contre-productif par rapport au message qu'elle veut porter? Parce que justement, comme vous dites, il y a quand même plus de 50% de la population qui se considère comme athée. Et donc du coup, le fait d'argumentation et en fait juste du point de vue cynique par rapport à gagner ce combat-là, est-ce que c'est intéressant? Mais j'ai envie de dire que l'Église, elle a un message intemporel, et que si nous taisons, les pierres crieront. Et je pense que il y a le schéma politique qui doit être pensé, réfléchi, et il y a le schéma de l'Église, le temps qui est un temps différent, mais sur lequel l'Église a un devoir moral, et je pense que encore plus où dans une société sécularisée, où il y a une perte de repères totale, où les gens sont totalement perdus, si à ces moments structurants, l'Église ne porte pas un message en disant attention, les impacts que ça va avoir, c'est ça, et quelle vision on veut de l'homme, quelle vision de la société on veut apporter, qu'elle gagne ou qu'elle gagne pas, elle aura, et elle a la nécessité de parler et de l'évoquer. On y revient dans un instant. Le débat continue avec Émilie Kerman et Loïs de Pamplonne, juste après les infos que vous présente Cécile Mérieux dans 2 minutes. Planisphère, Pierre Verluise. Cette semaine, Planisphère se penche sur l'Afrique. L'Afrique, un immense continent sur lequel circulent nombre d'idées reçues. Ces idées reçues nourrissent nos représentations géopolitiques, avec à la clé quelques erreurs fâcheuses qui se paient cher. Alors, cette semaine, dans Planisphère, nous chercherons à mieux comprendre les réalités géopolitiques de l'Afrique d'aujourd'hui. Planisphère, tous les mardis à 18h30 et le samedi à 9h30. Toutes les assurances se valent, me direz-vous? Eh bien non. La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif. Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 € à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis. Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget. Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site. Bonjour, c'est Bruno Courtois, directeur de RCF Notre-Dame. Comme moi, vous avez été ému et heureux de découvrir le visage de notre nouveau pape Léon XIV. À Rome, à Paris, à Lyon et dans toutes les radios du réseau, nous sommes mobilisés pour décrypter pour vous et avec vous les enjeux de l'Église, les chantiers à venir et toutes les raisons d'espérer. Soutenez-nous financièrement et n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. C'est important car plus que jamais, la voix des radios chrétiennes est attendue. Envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet à Paris dans le 14e ou via notre site ou notre application. Merci beaucoup. 9h30, un point sur l'info. Cécile Mérieux, bonjour. Bonjour. Guerre en Ukraine. Après le coup de fil entre Donald Trump et Vladimir Poutine, toujours pas de cessez-le-feu. Le président américain a affirmé que la Russie et l'Ukraine allaient démarrer immédiatement des négociations en vue d'un cessez-le-feu. Il n'a donné aucune précision, cependant, sur où et quand se dérouleraient les négociations, suggérant avec enthousiasme qu'elles puissent se tenir au Vatican. La guerre en Ukraine sera également à l'ordre du sommet des ministres des Affaires étrangères de tous les pays de l'Union européenne. Ils sont rassemblés aujourd'hui à Bruxelles. Il sera notamment question d'élargir des sanctions contre la flotte fantôme russe. Ces bateaux que Moscou fait naviguer sous des pavillons de complaisance, contournant ainsi les sanctions internationales. Israël déclare son intention de prendre le contrôle de toute la bande de Gaza. La violence aveugle et le blocage de l'aide humanitaire par le gouvernement israélien ont fait de Gaza un mouroir, a déclaré Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Un texte historique sur la prévention et la lutte contre les pandémies a été adopté en commission hier soir à l'Organisation mondiale de la santé. Un succès après 3 années de négociations souvent difficiles et sur le fil du rasoir, dans un contexte de coupe drastique dans le budget de l'OMS. En France, le procès Le Squarnec se poursuit. 7 responsables d'institutions médicales ont été auditionnés par la Cour criminelle du Morbihan pour tenter de comprendre la part de responsabilité dans le libre agissement de l'ex-chirurgien. Il est présumé auteur d'agressions sexuelles sur près de 300 victimes, en grande majorité des patients mineurs. Le Var reste le seul département maintenu en vigilance orange ce matin pour des risques d'orage et de pluie inondation. La circulation des trains entre Bordeaux et Toulouse est interrompue pour plusieurs jours, le temps que l'eau se retire et que soient effectués les contrôles de sécurité nécessaires. Et enfin, attention, si vous n'utilisez pas Internet, notez que vous avez jusqu'à ce soir pour remplir votre déclaration de revenus papier. C'est le cachet de la Poste qui fait foi. Après cette date, vous risquez des pénalités. Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. La large victoire de Bruno Retailleau à présent au menu de nos discussions dans ce débat qui réunit Émile Ackermann et Loïs de Pamplonne. Large victoire à la tête des LR et qui donc lui donne une sorte de quitus pour se lancer dans la campagne de 2027. Succès très net qui le conforte dans cette décision de continuer de tirer profit de l'exposition médiatique qu'il a aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, à 64 ans, donc, Bruno Retailleau se prend à rêver. Simplement, il a des concurrents quand même qui disent, comme Xavier Bertrand, ne faisons pas dire à ce scrutin ce qu'il n'a pas dit. Cette élection a permis de désigner le président du parti, pas notre candidat à l'élection présidentielle. C'est l'occasion de faire le point sur l'état de la droite aujourd'hui et de cette élection qui annonce peut-être un certain nombre de rivalités futures. Émile Ackermann. Aujourd'hui, la droite est assez perdue sur son identité, c'est-à-dire qu'elle a eu le choix depuis Nicolas Sarkozy d'aller un petit peu plus sur sa droite, de reprendre sous les conseils de Buisson, donc les problématiques de l'extrême droite pour les confisquer et essayer de capter une partie de son électorat, ou d'aller un petit peu plus... Ça a plutôt fonctionné pour Nicolas Sarkozy. Complètement, ou d'aller un petit peu plus sur sa gauche, sur les questions, on va dire, économiques, libéralisme, ce qui n'est aujourd'hui plus trop vendeur dans la société française, qui n'est pas trop pro-libérale. Et j'ai l'impression que ça, couplé à la politique spectacle, la politique annonce à chaque fois de Bruno Retailleau, et avant on avait Gérald Darmanin, tout le temps d'annoncer plus de les questions de places de prison, les saisies minuscules, voilà, de trafic de drogue, etc., des démantèlements, qui ne parlent pas des véritables problématiques de fond, mais qui se permettent de faire la une des journaux pendant 1 ou 2 jours et de booster sa cote de popularité. On voit que ça marche pour Bruno Retailleau. Est-ce que ça lui ouvre un boulevard pour autant pour la présidentielle ? Je ne pense pas. Je pense que les problématiques de la droite aujourd'hui restent. Ils ne savent pas trop qui ils sont,
où ils vont. Ils ne ferment de moins en moins la question de s'allier au Rassemblement national, mais c'est quand même pas non plus aujourd'hui une question tout à fait Il promet actuelle. une rupture, en tout cas, dans ce que les LR ont fait jusqu'à présent. Alors, je ne sais pas de quelle nature. On va voir de quelle nature rupture. il se passe. En tout cas, sur les sondages 2027, je sais qu'on est encore très tôt, mais sur les sondages 2027, aucun candidat LR ne va au-dessus des 10%, plutôt à égalité avec un Mélenchon ou un Glucksmann. Donc, ils ont encore beaucoup de chemin à faire s'ils ont envie de se frayer un chemin. Aujourd'hui, on est quand même dans une opposition qui sera entre l'extrême droite et le candidat de la majorité présidentielle. Je vois pas sur quel terrain la droite actuelle peut se différencier, étant donné que même au sein de la majorité présidentielle, on a repris pour beaucoup ces problématiques liées à l'islamisme, la sécurité, etc., l'extrême droite, l'immigration. LR papillonne entre les deux. Est-ce que ça lui redonne une identité pour autant? Je ne pense pas. En tout cas, il y a un point commun avec Israël, c'est que la sécurité, aujourd'hui, c'est un point clé. Parce que finalement, la sécurité, c'est une sorte de mantra en Israël, on peut le comprendre. Et là, ministère de l'Intérieur, c'est quand même ce qui vous lance peut-être en politique pour des destins. C'est pas comme pour un destin politique, ce n'est pas comme si on était à la tête de n'importe quel autre ministère. Oui, après, beaucoup de choses peuvent se passer en 2 ans. Que personne ne connaît d'ailleurs, les autres ministères, enfin, à part peut-être quelques-uns. Aujourd'hui, c'est toujours impressionnant. C'est le ministère de l'Intérieur. Vous demandez le nom de 3 ministres à des Français dans la rue, je pense que vous serez étonné d'avoir zéro réponse, ou alors on vous donnera des 10 ministres de droite, ça va être Darmanin, ça va être Monsieur Retailleau. Et comment se fait-il que le ministère de l'Intérieur, dans un pays qui est quand même pas en état de guerre, soit aussi exposé? C'est le premier flic de France. Ce que je disais, mais ça l'a toujours été. Oui, ça a toujours été. Ça l'a toujours été, mais c'est pas pour ça qu'avant, quand vous étiez au ministère de l'Intérieur, vous étiez promis à un destin présidentiel. Pas forcément un destin présidentiel, mais à une visibilité, parce que vous êtes forcément de proximité avec les gens, parce que en fait, dès que vous avez un problème en France, en fait, c'est la police ou la gendarmerie. Et c'est vrai que comme c'est leur patron, et d'ailleurs il suffit d'aller voir sur les réseaux sociaux, si vous suivez un petit peu le quotidien du ministre de l'Intérieur, c'est on va inaugurer une gendarmerie là, on va aller voir telle problématique avec des rodéos, c'est le quotidien des Français et qui aujourd'hui connaît quand même une augmentation de la criminalité petite ou grande extrêmement importante. Les problématiques de narcotrafic, je pense qu'il n'y a pas un Français aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle rue en métropole, vous voyez bien que vous avez des fumeurs de bœufs un peu partout, vous allez même en milieu rural maintenant, vous avez quand même beaucoup de gens qui sont touchés par ces problématiques-là. Donc, je ne dirais pas que c'est une base de lancement, mais c'est vraiment un ministère clé parce qu'aujourd'hui, tout Français est en lien avec des problématiques liées à la sécurité au sens large, la petite sécurité, la petite délinquance dans le métro, comme des vols de tracteurs dans le milieu rural ou des problématiques de drogue. Je n'ai pas fait d'enquête dans les autres pays pour savoir si le poste de ministre de l'Intérieur était aussi exposé. Médiatiquement en Allemagne, en Italie. On est quand même aussi, c'est aussi un symptôme français d'être malade de l'hyper-présidentialisme, c'est-à-dire qu'on est toujours dans cette idée un peu de Gaulle, d'attendre un sauveur, le papa, le père des nations, si je puis dire, qui rassure. Et donc on avait cette figure forte qui va venir et qui va dire maintenant je tape du poing sur la table et je vais remettre de l'ordre. C'est un peu ce fantasme et c'est pour ça que la droite et l'extrême droite aujourd'hui prennent du galon et de la popularité. Et c'est pour ça aussi que le ministère de l'Intérieur est une rampe de lancement, c'est parce que ça lui permet à la personne qui occupe ce poste d'incarner cette figure rassurante et parfois même en opposition avec le président de la République en disant il n'est pas assez dur. Moi j'y vais. On se rappelle de Gérald Darmanin aussi qui disait je vous trouve assez molle Madame Le Pen. C'est cette possibilité d'incarner quelque chose de très dur, mais comme je disais, ma critique c'est toujours de manière assez superficielle, c'est-à-dire que c'est toujours un effet d'annonce, on ne sait pas vraiment exactement si ça va avoir un impact sur le long terme, mais ça rassure les populations, c'est quelque chose qui fait parler de soi dans les médias, dans la presse, et donc tout à coup on a un spotlight, et c'est en ça que pour moi c'est une rampe de lancement, plus que à mon avis la confrontation à la criminalité aujourd'hui, que je ne pense pas être une grande préoccupation. Je pense pas que la plus grande préoccupation des Français soit les fumeurs de bœufs dans le trottoir aujourd'hui. C'est pas la préoccupation, c'est le fait que ça touche le quotidien.
Et donc, du coup, forcément, les gens se disent « Ah bah, c'est quelqu'un qui va lutter sur des aspects de mon quotidien à moi, sur lesquels je peux avoir un impact. » Mais si vous voulez, je voulais juste revenir quand même sur cette élection. Alors, j'ai eu la chance de travailler il y a quelques années au moment d'une élection au niveau de la présidence des Républicains. C'était en 2014, dans une autre vie. Et quand vous regardez les chiffres, c'est assez amusant de voir l'écho qu'il y a eu, d'avoir on a eu beaucoup d'articles de presse qui ont dit que le nombre d'adhérents avait triplé, quadruplé, etc. Faut pas oublier qu'en 2017, si vous comparez à 2025, on a à peu près, et c'est amusant, les chiffres sont extrêmement similaires, on a à peu près à 74% de votants pour M. Wauquiez, pour à peu près 99 000 votants. Aujourd'hui, on est pour M. Retailleau à 74% pour à peu près 98 000 votants. Donc la similitude, en 8 ans, elle est assez amusante de voir qu'il y a eu un basculement total des militants qui sont passés du vote de M. Wauquiez en 2017 à un vote de Bruno Retailleau en 2025. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a eu un effet déceptif. Quand vous avez déjà élu un président, que vous avez vu que en fait, les choses n'ont pas forcément changé, pourquoi redonner une pièce dans le jukebox ? Ensuite, après, c'est vrai que la visibilité, là, je rejoins ce que disait Louis, du ministre de l'Intérieur, a beaucoup joué. Et en fait, a redonné un peu l'espoir. C'est en disant, en fait, la droite, on a toujours dit qu'on était un parti de gouvernement. Et aujourd'hui, d'élus de droite qui assument être de droite au gouvernement, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est vrai que ça a un peu redonné un peu de couleur à un certain nombre de personnes. Après, moi, je connais dans mon entourage proche et moins proche beaucoup de gens qui ont pris leur carte du parti sans du tout être militants et avoir une velléité d'être militant LR, mais uniquement dans une vocation, pour une velléité de faire barrage à M. Wauquiez, parce que vous avez un procès en insincérité, parce que il a eu un certain nombre de comportements et de propositions qui ont pu blesser un certain nombre de personnes. Donc vous l'interprétez comme d'abord un non à Laurent Wauquiez, en fait ? Je pense qu'il y a une partie du non et une partie aussi d'une bonne campagne de Bruno Retailleau qui est apparu, exactement comme disait Émile, comme étant quelqu'un de représentant de l'ordre, représentant une droite de conviction, qui pour une fois, on n'a pas quelqu'un qui s'excuse de ses derniers votes et qui dit « Ah bah non, en fait, quand j'ai voté ça, quand j'ai voté tel projet sur la manif pour tous, j'y pensais pas, je fais référence à M. Darmanin ou à M. Copé. » Non, c'est quelqu'un qui assume. Voilà, j'ai fait ça, je l'assume, maintenant on passe à autre chose. Et ça, je pense que pour beaucoup de gens à droite, c'est quelque chose qui est extrêmement rafraîchissant de se dire en fait on n'est pas le parti qui se trompe et qui à chaque fois s'excuse pour rejoindre en permanence le côté progressiste d'un certain nombre d'idées. Après, attention, parce que les militants LR font pas forcément tout le temps les bons calculs, parce que je me rappelle très bien je sais pas si vous vous rappelez des sondages de 2016 sur Alain Juppé. Alain Juppé était donné à 30 voire 34% au premier tour. Et après avoir été écarté donc au profit de François Fillon, on a vu ce que ça donnait. Donc il faut faire aussi attention. Parfois les sondages internes et les votes internes peuvent potentiellement donner lieu à des mauvais résultats sur le long terme, puisqu'on est toujours partagé entre vouloir faire une campagne dans la base des militants, et qui souvent est une campagne qui va être un peu plus musclée, on va dire, pour plaire à la base un petit peu forte, et à l'inverse après on est confronté à l'autre problématique qui est de faire une campagne à l'extérieur, où là on doit apparaître un petit peu moins fort, et c'est ce que d'ailleurs Trump avait fait dans sa première campagne à l'époque aux États-Unis. Il avait d'abord fait une campagne très très musclée quand il s'agissait de faire la primaire, et ensuite une campagne beaucoup plus adoucie quand il a fallu faire une campagne nationale. Alors tout à fait exact, mais moi ce qui m'a étonné, c'est que je pensais vraiment que c'est exactement qu'on fait ça, et particulièrement de ma famille politique, mais on s'est retrouvé quand même avec un Bruno Retailleau qui a pas arrêté durant toute sa campagne à assumer d'être ministre sous Emmanuel Macron, a assumé le fait que il fallait qu'il travaille avec tous les partis et en particulier avec le centre. Il y a un certain nombre de fois en disant que forcément il y aurait une réflexion avec Édouard Philippe, et je trouve qu'il a réussi durant cette campagne à ne pas tomber dans la ligne un peu facile, et qu'au contraire c'est plutôt Laurent Wauquiez qui, en parlant de la Grande Union, de Sarah Knafo, en passant par Édouard Philippe, qui a essayé de faire beaucoup de clins d'œil un peu plus à sa droite. C'est plutôt Bruno Retailleau qui a été élu sur cette ligne un petit peu qui fait des clins d'œil plutôt sur le centre droit. Maintenant, la grosse difficulté, c'est que maintenant qu'on a eu ce vote des militants, c'est 80 000 personnes qui ont voté pour lui.
Bon, ça ne vous fait pas une élection, hein, ça ne vous fait pas gagner une élection n'importe laquelle. Donc, comment arriver à ouvrir les chakrins et ce que vous disiez, c'est qu'on est entre le marteau et l'enclume aujourd'hui. Quand on est de droite républicaine, vous avez un énorme centre droit, centre gauche, avec des candidats qui sont à l'appel entre M. Darmanin, M. Édouard Philippe, un Gabriel Attal. Il y a du monde. Il y a du monde. Il y a David Lisnard qui est là aussi également sur cette ligne-là. Et puis vous avez un Rassemblement national avec son allié l'UDR d'Éric Ciotti qui est là bien présent. Il fait un certain nombre de conférences, un certain nombre d'activités pour présenter son programme libéral conservateur. Je parle pour M. Ciotti. Donc, justement, pour donner un dégage au programme socialiste du Rassemblement national. En fait, là, vous voyez très bien que la marge de manœuvre, l'espace est très réduit. Oui. Comment arriver à exister et sur quelle ligne? Parce que là, aujourd'hui... Justement, Émile Cameron, vous ne voyez pas du tout que l'espace peut se dégager à la faveur, je ne sais pas, d'un dynamisme ou d'une campagne qu'il pourrait mener? Est-ce qu'il est possible pour Bruno Retailleau de créer un espace qui lui soit propre et qui puisse réunir sur son nom? Il a commencé à faire. Bruno Retailleau n'a pas commencé à créer un espace propre. Et pour moi, on ne fait pas une campagne en ne parlant que de l'islam et de l'insécurité. C'est-à-dire, on ne peut pas faire une campagne sur simplement les thèmes de CNews, puisqu'en fait, on se rend compte que ça se confronte à la réalité en fait, des attentes des Français. Et en fait, les sondages montrent que ce ne sont pas les plus grandes préoccupations aujourd'hui. Et au contraire, vous parliez donc du fait de s'assumer aussi politiquement parlant. Moi, je pense qu'on a une droite aujourd'hui qui ne s'assume pas du tout économiquement parlant, qui n'assume pas du tout son projet libéral et qui ne sait pas le vendre. Il n'y a que donc David Lisnard qui sait le faire et qui le représente aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est aussi une des problématiques. Qu'est-ce qu'elle devrait faire selon vous, puisque vous dites qu'elle ne sait pas? On parle de se définir en fait de manière positive. Alors après, moi, je suis pas forcément très fâché que Bruno Retailleau n'arrive pas à se lancer, parce que c'est pas pour lui que je voterai. Mais dans tous les cas, la question pour moi, c'est effectivement de se définir de manière positive, d'avoir un programme qui montre ce qu'il va apporter, et pas à chaque fois d'utiliser des boucs émissaires ou de taper sur une catégorie de la population pour pouvoir se faire un petit peu mousser dans les médias. Donc le fait de parler tout le temps de l'islam, l'insécurité, la sécurité, ça ne suffit pas, l'immigration, etc., ça ne fait pas une élection. Donc ça fait 10%, mais ça fera pas plus, et tant pis. Et ça ne fait pas plus, pourquoi? Parce que Marine Le Pen est déjà sur ce terrain et que donc ça va être difficile d'aller la chercher là-dessus? Parce que d'un côté, effectivement, on a la droite extrême droite qui, elle, s'est positionnée depuis beaucoup plus longtemps sur ces questions-là. Donc on n'a pas besoin d'un Bruno Retailleau pour venir et pour nous dire ce qu'on a déjà entendu. Les gens préfèrent l'original à la pâle copie, et ça se répercute dans les sondages. Et de l'autre côté, on a donc la question du libéralisme, qui serait le LR serait le seul aujourd'hui parti à pouvoir assumer une forme de libéralisme économique, alors très doux parce que c'est la France, mais c'est le seul à pouvoir assumer quelque chose, et il ne le fait pas, il n'en parle pas. Il protège la grande question des retraites, puisque c'est quand même le fond des électeurs, donc ils n'ont pas envie de taper sur ça, alors qu'en fait c'est sur les retraites qu'il va falloir rogner à un moment, et ils ne le font pas. Or, ce serait la plus grande avancée au niveau du point de vue économique et libéral à faire à mes yeux aujourd'hui. Et donc là, il y a une contradiction avec le libéralisme économique, vous estimez, sur les retraites? Ah oui, complètement. Ils devraient bouger là-dessus. Ils devraient bouger là-dessus, ils le font pas pour des raisons, à mon avis, complètement électorales. Et donc, il n'y a pas de mouvement. On peut pas s'assumer économiquement. On a l'extrême droite qui est déjà sur tous nos terrains. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à part des grandes annonces un petit peu au quotidien en tant que ministre? Et on voit que finalement, Gérald Darmanin, une fois qu'il a plus le poste, il est bien en peine d'essayer de se refaire une cote de popularité. Et à l'inverse, on a par exemple un Gabriel Attal qui est ministre, fait des annonces sur l'abaya, et du coup il prend 10 points en une semaine de popularité. Donc voilà, tout le monde joue sur ce même terrain-là. On se dispute un petit peu la popularité à qui tapera le plus sur l'islam, etc., l'islamisme et musulmans, l'immigration. L'économie, plus personne n'en parle, et on a des petits sujets de société qui reviennent de temps en temps. Ça fait pas une élection. Aujourd'hui, pour le coup, c'est que la gauche qui est sur les sujets sociétaux, les sujets sociaux, et finalement, c'est une autre partie des Français qui, elle, est très attentive à ces questions-là et beaucoup moins réceptive aux questions d'insécurité et d'immigration, qui va voter là. Donc le jour où on aura des personnalités politiques qui sont capables de parler des deux, et de faire un programme plutôt qui unit plutôt que qui divise, là on aura une autre question. Aujourd'hui, Bruno Retailleau fait pas partie de ces gens-là. Loïs, alors moi je suis totalement désaccord avec vous, parce que je pense que justement on a attendu beaucoup, pour connaître M. Retailleau qui a travaillé sur le projet justement pour 2017, qui est extrêmement compétent et qui travaille beaucoup sur l'ensemble de ces sujets-là, qui reste pas du tout focus uniquement sur ces sujets de sécurité ou autres. Là, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ces sujets-là parce qu'il se trouve qu'il est ministre. Et ministre de l'Intérieur. Donc forcément, il y a une caisse de résonance très forte sur ces thématiques-là. Mais il est pour bouger sur les retraites ?
Alors sur les retraites, il y a une vraie question à droite. Et là, je rejoins tout à fait que c'est un vrai sujet de fond. Vous avez entre guillemets les libéraux qui eux vont porter cette notion de retraite par capitalisation. Et c'est vrai qu'une partie de la droite est très mal à l'aise avec ce sujet-là, parce qu'en effet, c'est toucher une partie des électeurs. Il faut avoir un certain courage politique de dire bon bah là, on va devoir bouger. Mais je pense que l'avantage, lui, ce courage, est-ce que vous savez s'il l'a ou pas? Oui. Sur le sujet des retraites politiques, sur les retraites, je connais pas, enfin je sais pas, enfin je n'ai pas en tête s'il a eu un positionnement clair là-dessus, mais je sais que sur un bon nombre de sujets, hormis le sang purement de l'intérieur, il a une vision, il a un cap, que ce soit sur l'agriculture, que ce soit sur les industries ou sur les entreprises, il porte une vraie vision libérale conservatrice. Et là, je pense que ce qui va être intéressant, c'est que je finis juste, c'est que là maintenant qu'il a la tête du parti, il va pouvoir vraiment faire travailler la direction des études et vraiment porter un certain nombre de sujets pour dépasser justement son pur terrain de chasse qui est aujourd'hui le ministère de l'Intérieur, et pour faire en sorte que la droite se positionne sur d'autres sujets que uniquement les 2-3 thématiques qui sont bien avant. Mais justement, on ne sait pas, Loïs de Pamplonne, si elle ne se positionne pas parce qu'elle ne sait pas, parce qu'elle ne veut pas, et si elle profite, comme le dit Émile, d'une forme de facilité médiatique à capitaliser sur l'insécurité, l'immigration, etc. Et quelle est sa vraie pensée, quelle est la pensée sur ce terrain que la gauche laboure depuis longtemps, que sont les structures économiques, par exemple, alors que le pape Léon XIV va faire ressurgir dans nos esprits la doctrine sociale de l'Église, la pensée sociale chrétienne. On aimerait, alors je ne fais pas de lien parce que Bruno Retailleau n'est pas l'envoyé, ce n'est pas le légat du pape, mais est-ce qu'il y a une réflexion sur ce terrain-là? Il y a une réflexion et il y en a encore, et je pense qu'elle va énormément s'accentuer ces prochains mois, ces prochaines années, parce que la droite a une nécessité de proposer un vrai programme de fond, et c'est que si elle fait ce travail-là qu'elle peut avoir des chances pour 2027. Aujourd'hui, le risque majeur, c'est que elle ne soit pas crédible et qu'on arrive dans un grand magma, à un gros centre, avec on ne change rien, on reste sur la dynamique qui est actuelle, avec quelques petits épiphénomènes sur la sécurité, sur l'écologie, sur la citoyenneté, et qu'on ne change pas le fond du système politique. Maintenant, est-ce que ça sert à quelque chose de penser pour faire de la politique et d'avoir des idées vraiment marquées, ce qui divise plutôt? Parce que qui divise, mais le calcul, c'est aussi de ne rien penser pour gagner. L'élection de Bruno Retailleau montre l'inverse. C'est que c'est quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui dit, quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Il suffit de voir sa trajectoire idéologique et sa trajectoire politique qui n'a pas changé, qui reste quand même un homme de conviction et sur une continuité politique qui est quand même assez impressionnante, parce que quand on voit le chemin politique des uns et des autres, surtout dans la droite de ces dernières années, il y a quand même beaucoup de va-et-vient. On est sur quelqu'un qui ne bouge pas d'un iota, et avec un vrai travail de fond. Donc moi, je suis assez confiant sur le fait que la droite puisse porter un vrai message rassembleur de fond, avec des vraies idées pour 2027. Allez, il nous reste quelques minutes pour 2 sujets, donc je vous demanderai peut-être d'aller assez vite. Choose France, c'est le grand rendez-vous des investisseurs qui a battu des records, semble-t-il, qui avance dans l'intelligence artificielle. Pardonnez-moi d'avancer assez vite. C'est le 8e sommet Choose France qui se tient au château de Versailles, avec 20 milliards d'euros de projets annoncés, centres de données, banques en ligne, bateaux de croisière, etc. Il y a un certain nombre de choses. Une édition très complète, nous a dit Emmanuel Macron hier, devant un parterre de chefs d'entreprise. On se pose la question de savoir si la France est si attrayante que ça, parce qu'il faudrait regarder dans le détail de tous ces investissements. Et moi, j'avais vu qu'il y avait beaucoup d'investissements dans la logistique en particulier, pas forcément dans l'industrie. Donc de savoir si on peut décrypter ça rapidement, ou si on passe à notre dernier sujet sur les sondages concernant les catholiques en France. Allez, Émile. On peut en parler rapidement. Il y a eu un emballement sur l'intelligence artificielle au départ. On a l'impression, quand on entendait la presse et les médias, que ça allait changer notre quotidien du tout au tout. C'est pas le cas. C'est un processus qui est lent. C'est sûr que ça va changer en profondeur beaucoup d'industries et beaucoup de métiers. Pas forcément les métiers qu'on pense d'ailleurs. Une étude qui montre que c'est en fait surtout plutôt les métiers qui sont en fait des métiers très qualifiés d'analyse bancaire, etc., de stratégie, qui vont être en fait potentiellement les premiers à être très rognés par l'intelligence artificielle, et beaucoup moins les métiers peu qualifiés, qui ont besoin de main d'œuvre et en fait d'un regard humain dans beaucoup de cas. Donc pour moi, c'est un chantier à voir sur le très long terme.
mais il ne faut pas s'attendre ni à un renversement totalement de la société, ni à des investissements massifs qui auraient tout de suite un impact sur l'industrie française. Non, on parle beaucoup, comme toujours. On fait beaucoup d'événements avec des belles photos, des beaux clips, des belles images. D'ailleurs, c'est amusant de voir que tous ces clips qui mettent en avant la France, c'est 70% des monuments du passé. Celui que l'on critique en permanence en disant c'est les heures sombres, c'est les heures noires. Et puis au final, on est très content de montrer le Mont-Saint-Michel, montrer Notre-Dame, le château de Versailles. Certains voudraient raser le château de Versailles. C'était le cas de Jean-Michel Apathy. On a dit qu'on parlait que de gens intelligents aujourd'hui. Et on se retrouve avec quand même une vision où on parle beaucoup, mais exactement ce que vous dites, c'est que sur l'industrie, sur le retour un peu de l'industrie en France, faut peut-être arrêter de regarder à l'extérieur et regardons aussi en France. Vous avez beaucoup de petites PME ou d'entreprises qui souhaitent ou qui continuent de délocaliser aujourd'hui parce qu'elles n'y arrivent pas. Et en fait, je trouve ça toujours facile, entre guillemets, d'aller à l'extérieur, d'essayer de trouver des fonds, d'essayer de trouver des investisseurs et de trouver des gens qui veulent s'investir en France. Mais regardons au quotidien, vous allez dans n'importe quel département ou région, vous avez des pépites françaises et qui vous disent au quotidien on ferme ou alors on n'arrive pas à continuer. Comme dit Éric Coquerel, le bilan macroniste, c'est la désindustrialisation. Vous êtes d'accord avec ça, Loïs? Malheureusement, si vous regardez juste sur le plan nucléaire, faut pas oublier qu'on a fermé Fessenheim et que le secrétaire général de l'Élysée, qui a beaucoup porté ça et qui a beaucoup aidé à ça, c'est Emmanuel Macron, qui a quand même critiqué le nucléaire pendant X années, qui a je considère qu'il a été une partie responsable de la destruction de notre outil nucléaire. Et quand vous le voyez aujourd'hui mettre en avant à travers différentes conventions citoyennes ou différents débats son résultat sur le nucléaire, on est sur une indécence. On a du mal à comprendre. Non, je pense qu'il n'a pas eu de vision sur un certain nombre de sujets, dont celui de la souveraineté énergétique, comme de la souveraineté alimentaire ou autre, et qu'on se retrouve, mis dans un corner. Et le gros problème, c'est que c'est les Français qui payent les pots cassés. On verra si Teddy Riner le remplace à l'Elysée, parce que vous savez que la star de judo, ambassadeur cette année donc de Choose France, a assuré que seul ce poste pourrait le tenter un jour. Sait-on jamais. On va terminer avec ce sondage du quotidien La Croix sur les Français et la religion catholique. Près de la moitié des Français qui ont été sondés dans ce sondage, pardonnez-moi cette répétition malheureuse, eh bien nous disent qu'ils ont plutôt une bonne opinion de la religion catholique. Un sondage Ipsos pour Saisie École d'ingénieurs qui publie La Croix en exclusivité. Il y a quelques éléments quand même intéressants à retirer, dont celui-ci, c'est-à-dire que il y a toujours une attente. Ça boucle un petit peu avec ce qu'on se disait au départ, d'ailleurs, Émile, c'est-à-dire sur l'attente qu'ont les gens par rapport, en fait, aux religions. Et on pourrait croire que il y a un regard très très malveillant qui se serait instillé depuis tous les abus, c'est-à-dire qu'une image médiatique quand même très difficile à porter. Et on a globalement un regard qui reste bienveillant. Voilà. 48% ont une bonne opinion du pape argentin, par exemple pour le pape François. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il y a des sondages d'ailleurs qui sont faits comme ça aussi pour les juifs, les musulmans? On ne sait pas. C'est pas trop. Les sondages en général sur les juifs et les musulmans, c'est plus sur les préjugés stéréotypes antisémites ou racistes, malheureusement. Ça dépend beaucoup de l'orientation. Mais ça ne m'étonne pas. Le sondage ne m'étonne pas puisque en France, on est quand même très attaché à la question des symboles et des racines et de l'histoire. Et je pense que le fait d'avoir une bonne image des catholiques, c'est aussi un mélange de tout ça, c'est-à-dire c'est pas forcément la religion en tant que telle, puisque on est beaucoup de Français qui n'attendent rien de la religion ou qui n'attendent pas que le pape se prononce sur quelque chose pour pouvoir faire des choix personnels dans leur vie. Par contre, on attend donc d'un côté donc des religieux en tant que symbole. Il y a une forme de garant en quelque sorte de la société, de quelque chose de sacré dans la société. Moi-même jeune rabbin, quand je parle à des gens, des personnes qui s'excusent de dire des mots vulgaires devant moi, comme si il fallait faire attention à ce qu'on dit devant un représentant du culte. Et ça arrive à beaucoup de mes collègues aussi, c'est quelque chose dont on parle. Donc il y a une attente en fait vis-à-vis des personnes qui représentent la religion, une forme de pureté qu'on voudrait préserver, même si c'est pas quelque chose qui nous parle personnellement. Et de l'autre côté, en France, on reste un pays de culture catholique, culture française. C'est ça la culture française. C'est ce que ça dit aussi en fait. Ce Exactement. Et les gens sont attachés à ces symboles, quand bien même, encore une fois, ils vont pas tous à la messe le dimanche. Je pense que les gens sont encore attachés à ce symbole, quelque chose qui les rattache à ce qui est une identité française dans une ère de mondialisation où justement il y a une forme d'aplatissement des cultures. On sait plus trop qui on est. Encore on est différent des voisins. Merci Émile Ackermann, vous passez votre tour. Je suis désolé, Loïs de Pamplonne, il faut que je rende l'antenne. Merci à tous les deux, Loïs de Pamplonne, essayiste et Émile Ackermann, cofondateur de la première communauté juive orthodoxe moderne de France, essayiste également. Merci et à bientôt.